Bonjour, bonjour, je suis Laurent, je suis le facilitateur de cette session de workshop qui va se dérouler avec Yannick qui se trouve à distance en visioconférence. Bonjour Yannick, Bonjour. donc tu vas nous parler aujourd'hui de l'espace de travail en mutation. On voit que la pandémie a peut-être accéléré des changements et qui amènent des vrais changements de paradigme dans les entreprises et notamment sur la gestion de l'espace de travail. Donc je vais te laisser la parole pour nous exposer ce que propose IBM et ta vision de la chose sur le sujet. Merci, exactement. Donc tout d'abord, je vais me présenter Yannick Jouot. Donc moi, je suis en charge des sujets IoT et Industrie 4.0 au sein de la direction des services d'IBM en France. Donc, je suis basé entre Paris et Lyon. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter les offres d'IBM sur la mutation de cet espace de travail. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir partager la présentation. Hop. Est-ce que tu peux me confirmer que... Je te confirme qu'on voit ça très bien sur les écrans. Parfait. Donc, bon, il n'a échappé à personne qu'effectivement, dans la situation actuelle très compliquée que nous vivons, nous avons changé un certain nombre euh, de modes de vie, de modes de travail. Alors, parfois de manière tout à fait intentionnelle, la plupart du temps de manière non intentionnelle en tous les cas. Le paradigme est en train de complètement changer à tel point que dans les entreprises, certaines directions se disent même que, indépendamment de l'évolution de la pandémie actuelle, il est très très probable que les changements de mode de travail, voire même d'organisation et de lieu de travail, vont complètement perdurer, même post-Covid. Et donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'aujourd'hui, on a, nous, chez IBM, analysé un petit peu l'évolution de cet espace de travail et le focus qui a été mis sur la sécurité, sur le bien-être des collaborateurs qu'il ne fallait absolument pas perdre tout au long de cette évolution et cette pandémie. Alors, évidemment, il y a eu un sujet très très fort autour de la collaboration et des outils digitaux. Donc, la digitalisation, pour certains, était déjà tout à fait naturelle avant cette situation. Pour d'autres, elle a été complètement forcée. En tous les cas, elle est devenue maintenant quelque chose de tout à fait commun et tout à fait habituel. La preuve en est le workshop que nous animons de manière complètement virtuelle aujourd'hui. Euh, Ce qui a changé aussi en termes d'impact sur les employés, c'est les modes de communication. C'est-à-dire que on a vu de nouveaux et on voit de nouvelles manières de communiquer et de se rencontrer avec de nouvelles initiatives, de nouvelles formes de réunion, de nouveaux outils pour pouvoir collaborer et communiquer, surtout de manière bien différente. Donc, je pense que comme dans toute grande entreprise, euh, les communications top-down, par exemple, se multiplient de manière importante et changent de type de support. Et enfin, le dernier point qui nous occupe, c'est les nouveaux services digitaux qui sont en train d'apparaître aussi autour de l'espace de travail, parce qu'après cette phase de confinement, on est dans une logique maintenant de retour au travail pour la plupart des gens, avec une constance et une interrogation systématique autour de la sécurité, autour du bien-être des collaborateurs et de leur santé. Et donc, bon nombre de compagnies sont en train de s'arracher les cheveux à trouver le bon équilibre, parce qu'au bout du bout, évidemment, le business doit continuer et doit pouvoir continuer à assurer la pérennité des activités. Donc, autour de ça, autour de cette problématique, IBM a rassemblé un certain nombre d'applications, euh, de modèles d'intelligence artificielle autour de Watson, de composants IoT, pour former une plateforme qui s'appelle Watson Works, dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui vise justement à pouvoir essayer d'accompagner nos clients dans ces différents challenges qu'ils rencontrent aujourd'hui. En tant que tu nous en dises un peu plus, parce que pour moi, Watson, c'était plutôt des algorithmes et puis de l'intelligence artificielle. Là, et là, du coup, tu nous parles d'espace de travail. Exactement. Alors, c'est vrai, Watson,
c'est l'intelligence artificielle d'IBM. Ça c'est clair, c'est aussi un brand, donc une marque au sens large du terme. Et après avoir développé massivement Watson sur vraiment le cœur de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, le travail qu'IBM réalise dans toutes ces applications, c'est de pouvoir insuffler de l'IA dans toutes ces applications, dans tous les modes de fonctionnement, dans tous les processus métiers, quels qu'ils soient, pour pouvoir justement tirer parti de cette nouvelle manière de faire de l'analytics autour de sujets qui génèrent énormément de données. Donc, d'où le nom et presque le jeu de mots du fait que, Watson se remet au travail, et deux, Watson nous délivre la quintessence de ses atouts pour pouvoir faciliter cette offre. Donc, cette offre a été structurée autour de 5 grands piliers qui finalement adressent soit des rôles particuliers dans cet écosystème de gestion de l'espace de travail, soit des étapes business particulières. La première, c'est le fait de pouvoir retourner vraiment dans cet espace de travail et gérer cette réouverture. Donc, alors je ne connais pas l'auditoire là, mais la fermeture d'un site et surtout sa réouverture a suscité énormément de difficultés pour bon nombre de grands groupes, parce que c'est extrêmement compliqué de réouvrir correctement un site et de satisfaire à la fois les conditions sanitaires gouvernementales, locales, mondiales quand il s'agit d'un groupe mondialisé. Et donc, IBM a créé, là pour le coup, de toutes parts, une plateforme dédiée à l'accompagnement de la réouverture d'un site. Donc, ce qui évidemment nécessite un certain nombre de checklists, de check-up et de projets. C'est un projet à part entière en termes de réouverture. Et donc, on a structuré cette application sous la forme de 2 composants. Un composant central, un command center, donc plutôt back, pour gérer toutes les informations nécessaires à la réouverture du site, mais aussi à la vie une fois le site réouvert, et aux différentes informations, puisque, et on est en train de le vivre, les réouvertures ne vont pas être forcément tout à fait progressives, elles vont vivre forcément des vagues de réouverture, de potentielles refermetures, de potentielles réouvertures. Et donc, c'est toute cette mécanique et cette information et ce suivi de projet avec toutes les actions qui y sont liées qu'on va pouvoir gérer à l'intérieur de ce Command Center. Command Center qui est lié aussi à une application, cette fois-ci utilisateur, puisque l'idée c'est de pouvoir aussi informer les utilisateurs en temps réel et les informer sur l'état finalement de préparation du site sur lequel ils veulent se rendre, d'être capable aussi de collecter un petit peu et d'auditer leur état de santé, leur état de stress parfois, de répondre à aussi une tonne de questions. Et donc là, sur le 3e écran, vous voyez là pour le coup encore un composant Watson, qui est la partie assistant, la partie chatbot de Watson qui est complètement intégrée là-dedans et qui va pouvoir répondre à l'ensemble des questions que se posent les employés avant de revenir, de manière à pouvoir leur formuler finalement un statut, parfois même une clé d'entrée, puisqu'il y a certains clients qui nous demandent de pouvoir ajouter au badge classique une gestion de badge dynamique qui se fait au travers de l'application mobile pour pouvoir accueillir ces nouveaux employés sur leur site de travail. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, qui est plus dédiée finalement aux gestionnaires du site, au sens gestionnaire de bâtiment proprement dit, et puis aussi aux occupants, se fait au travers d'une autre plateforme qui s'appelle Tririga, et qui va avoir comme enjeu de pouvoir gérer finalement l'espace dans ces différentes dimensions de ces bâtiments. Alors, on a des bâtiments aujourd'hui qui sont complètement reconfigurés et dont le space planning devient très très compliqué, évidemment. Il faut être capable de pouvoir créer des espaces temporaires, réaménager des espaces de manière temporaire, le faire avec les différentes évolutions
de distanciation sociale, par exemple, ou les différentes contraintes qui existent. Les espaces de réunion se réduisent, ou en tous les cas se reconfigurent, hein, puisqu'on a des capacités de salle qui changent de manière drastique aussi. Je suis désolé, j'ai un petit problème. Je suis en workshop là. Excusez-moi, petit problème de salle, justement, de réunion, donc en plein live Elle n'était pas réservée ou elle n'était pas sur Tririga. Exactement. Non, c'est moi qui ne l'ai pas réservé, donc effectivement, c'est moi qui suis encore. Et donc voilà, outre ces reconfigurations d'espace, il y a aussi des problématiques d'exploitation et de facility management proprement dit, puisque voilà, on a des services de nettoyage, par exemple, qui ont des tournées qui sont complètement différentes de celles qu'ils avaient l'habitude de faire, et qu'il faut rendre complètement dynamiques pour pouvoir uniquement, finalement, nettoyer les espaces qui ont réellement été occupés, puisque là, il y a pour le coup une vraie différence, dans certains cas, entre l'occupation traditionnelle des bâtiments et leur occupation actuelle, qui est parfois de l'ordre de 10, 15, 20, 30% maximum. Et on ne va pas s'amuser à nettoyer des bâtiments qui sont pas occupés. En dehors de ça, Tririga va aussi permettre finalement de collecter et de structurer les plans qui sont actuellement déroulés en termes de gestion de crise. Donc, je le disais tout à l'heure, des plans en termes de réouverture de site. Mais il n'y a pas que la réouverture du site proprement dit, en extrapolant finalement la situation qu'on est en train de vivre pour essayer de capitaliser, va aussi permettre à certains d'être capables de gérer peut-être plus facilement demain des différents types d'urgences liées à, par exemple, des catastrophes naturelles, liées à des fermetures de sites à cause d'épidémies ou de plus d'électricité, que sais-je. Il y a des risques potentiels partout. Alors, les grands groupes l'avaient déjà fait, hein, évidemment, mais je pense que la plupart des sociétés de taille moyenne y pensent aussi. Et Tririga est tout à fait disposé et fait pour pouvoir structurer les plannings types et les projets types de ce type de situation. Donc, si je reviens aux différents enjeux dont je parlais tout à l'heure et aux différentes problématiques liées à l'aménagement de l'espace, le premier point, c'est de pouvoir dynamiquement être capable de mesurer son occupation. Donc, à l'intérieur de Tririga, nos facility managers, nos responsables immobiliers vont être capables de gérer de manière dynamique l'occupation réelle de leur bâtiment. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut de l'instrumentation. Hein. Dans le silo, on parle d'IoT. Il faut de l'instrumentation. Donc, on peut soit instrumenter ça avec des capteurs de présence assez classiques, il en existe une ribambelle sur le marché, soit le faire aussi avec les réseaux. Et on a un partenariat avec Cisco, par exemple, pour utiliser leur solution DNSP Wireless pour déduire l'occupation des espaces en surveillant l'occupation des réseaux. De manière à pouvoir dynamiquement être capable de voir où sont les personnes, quels sont les espaces ouverts qui sont réellement utilisés à l'intérieur du bâtiment. Yannick, je te coupe là, mais Ouais. petite question quand même. C'est pour quel type de bâtiment? Parce que là, tu as parlé de connexion. Il faut une connectivité importante où on peut avoir un peu de notion frugale autour de ces capteurs de présence. Alors, c'est pour n'importe quel type de bâtiment. Aujourd'hui, on est sur des capteurs, si on parle de la partie capteur, sur des capteurs extrêmement simples, dont en général la durée de vie du capteur est liée à la durée de vie de ses batteries, sur des capteurs qui durent 2-3 ans, qu'on vient positionner en les scotchant ou en les collant directement sur des chaises, sur des tables. Donc c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des équipements qui se font sans câblage, qui se font en wireless complet.
et donc qui sont tout à fait appropriés à la fois à des grands bâtiments, mais aussi à des bâtiments beaucoup plus petits et sur lesquels justement ce niveau de connectivité n'a pas forcément été prévu à la base, avec du PoE partout, avec des choses comme ça. Donc c'est tout à fait ouvert aujourd'hui, pas du tout réservé aux grands sites, aux grands complexes. D'accord, donc pas que des campus, même des petits buildings. Exactement, exactement. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité avec Tririga de pouvoir récupérer les modélisations 2D ou 3D des bâtiments et voir évidemment l'outil de travail du Space Manager qui lui va avoir sa représentation, la représentation de son bâtiment et de ses différents étages, comme vous le voyez là par exemple sur l'écran, avec les différents espaces et des codes couleurs en fonction de l'affectation et de l'usage des espaces, et être capable de reconfigurer dynamiquement, voire même de créer des scénarios en fonction de paramètres liés à, par exemple, la distanciation sociale, et être capable de calculer directement les desks qui vont devenir inopérants à l'intérieur de son étage, ce de manière complètement digitale et complètement dynamique. Il va pouvoir l'updater au gré de ses besoins et au gré de la reconfiguration de ses espaces. Et du coup, tu as un affichage dynamique qui se fait aussi sur les bureaux ou... Alors, sur le bureau, on a du coup, je vais y venir juste après, une application qui va permettre de réserver les bureaux. Donc, les bureaux qui sont jugés dans le scénario de Space Planning comme inutilisables seront irréservables. Et donc les utilisateurs ne pourront pas les booker à l'intérieur de l'application. Et donc justement, pour en revenir à l'utilisation au niveau de l'employé, comment ça se traduit par une application mobile. Hein, donc, les services dont il va avoir besoin sont des services très liés à l'espace et à l'occupation. Donc, à travers une application mobile, il va être capable de réserver ces espaces, de faire des demandes de services si jamais effectivement il voit qu'il y a des problèmes particuliers, voire de localiser quelqu'un dans le bâtiment. Donc, tout ça, c'est assez finalement classique et pas forcément dédié d'ailleurs à la période de Covid-19. Hein. C'est quelque chose que IBM avait l'habitude de déployer au sein de ses clients de manière systématique. Et puis, voilà, des applications de ce type-là, par exemple, très simples, hein, très classiques, pour pouvoir faire de la réservation de desk avec des QR codes sur les bureaux, ou faire de la réservation aussi. On a des projets de réservation où la réservation se fait complètement en virtuel avec des bureaux sur lesquels on vient positionner des petits capteurs avec des petites lumières qui vont changer de couleur en fonction du statut de réservation, un peu comme une salle de réunion, mais à l'échelle d'un desk. Et on intègre aussi dans ce type d'application directement justement l'intelligence artificielle de Watson, par exemple là au travers de son assistant virtuel, donc de son chatbot, où on va être capable de pouvoir parler à son application, converser finalement avec son système d'information et déclencher des opérations bien plus sophistiquées que simplement avoir du texte, hein, puisque là, je peux interroger le système, visualiser un plan directement sur mon assistant virtuel, visualiser un espace, réserver un espace de réunion, et tout ça simplement en discutant avec mon assistant virtuel. Évidemment, qui dit service aux occupants dit application de réservation directement mise sur les salles. Donc nous, on n'est pas fournisseur de tablettes ou de hardware sur le sujet. On fait simplement le software qui va pouvoir se déployer sur n'importe quel type de tablette. Et l'avantage, c'est que comme le système est complètement, ça n'est qu'une application de plus de la plateforme, eh bien, il est constamment à jour par rapport aux salles qui sont réservables et les salles qui ne le sont pas. Voire même, c'est des opérations de réservation que vous allez pouvoir faire directement aussi sur les tablettes qui sont à l'entrée des salles de réunion. Alors, tous ces services, l'enjeu sur lequel on a beaucoup travaillé, ça a été de se dire, voilà, beaucoup de nos clients ont besoin de ce type de service et l'idée, c'est pas de lancer des projets de 6 mois, 1 an pour leur mettre à disposition. Donc, on a réussi, au travers de ces plateformes, à rendre ces services le plus standard possible et déployable de manière très, très rapide
et ce de manière vraiment complètement linéaire. Donc là, voilà, on diffuse un peu les ordres de grandeur pour que chaque personne puisse voir un petit peu de quoi on parle. Tous les services dont je vous ai parlé, à savoir le monitoring de l'occupation, le fait de pouvoir évidemment extraire tous les rapports nécessaires à cette occupation, le fait de pouvoir déployer les services de réservation de salles, de self-service en termes d'applications mobiles. Et bien tout ça, c'est quelque chose qu'on sait déployer à l'échelle d'un bâtiment sur une période de l'ordre de quelques semaines. Voilà, 3 semaines à 1 mois à l'échelle d'un bâtiment. Et puis évidemment, une fois que c'est fait à l'échelle d'un bâtiment dans une entreprise, l'extrapoler à un ensemble de bâtiments, voire même à un campus, voilà, à l'échelle de temps, il va de 1 à 3 mois pour couvrir un parc complet, ce qui est quand même une prouesse, hein, parce que c'est quelque chose qui est évidemment assez compliqué, non pas compliqué d'un point de vue matériel finalement, mais il y a un ensemble d'intégrations importantes, hein, puisqu'il faut s'intégrer au système de calendrier de l'entreprise, d'email de l'entreprise. En général, il y a beaucoup d'intégrations avec des ERP, par exemple, de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire très, très rapidement. C'est l'intégration dans le site d'entreprise qui est complexe, en fait. Exactement. Donc voilà pour cette brique très orientée autour du bâtiment proprement dit et des services qui y sont liés et qui vont être mis à disposition des employés, mais aussi des responsables de site. Le troisième pan de l'offre Watson Works est très orienté autour de la sécurité. La sécurité des occupants, la sécurité des employés dans leur espace de travail, mais aussi, on va dire, dans l'espace de travail au sens large du terme, pas forcément le bureau. Donc là, j'ai une petite vidéo. Vous allez me dire si elle passe. Si elle ne passe pas, je commenterai les slides autrement. Donc aujourd'hui, les environnements et les caméras, évidemment, nous surveillent un petit peu partout. Ça tourne correctement. Voilà, génère une quantité de données très, très importante. Et évidemment, l'œil humain, même si les cockpits de supervision et de sécurité sont un peu présents partout, n'est pas capable de tout voir. Et donc, IBM a développé une offre qui existe déjà depuis un moment et qui s'enrichit, qui s'appelle IBM Video Analytics, et qu'on a fait enrichir. Alors, c'est une offre qui est très, très gourmande d'IA pour, par exemple, faire de la détection de masques, faire de la détection de distanciation sociale et être capable de reconnaître les gens, de calculer la distance entre les gens et puis d'exposer finalement et d'alerter les gens quand cette distanciation elle est maintenue pendant une période trop longue à l'intérieur d'un espace confiné. On peut utiliser les caméras pour détecter du no-go zone, donc des zones interdites. Utiliser les caméras pour faire du comptage et limiter le nombre de personnes qui vont, dans un espace donné, s'accumuler dans un magasin, mais ça peut être aussi dans une salle de réunion, dans un certain nombre de bureaux. Et toutes ces informations-là, on va les agréger au sein d'une plateforme qui s'appelle Worker Insight, de manière à pouvoir produire un certain nombre de données, de rapports, voire même d'actions, puisque je le disais tout à l'heure, il y a la sécurité, mais il y a aussi le facility management et être capable, par exemple, de produire une heatmap sur un espace pour informer finalement les gens qui vont le nettoyer qu'il y a des zones qui ont été bien plus utilisées que d'autres. Et bien, avec ce type de système, on va être capable aussi de fournir cette information-là. Donc, on utilise aujourd'hui beaucoup ce type de solution pour pouvoir instancier et instrumenter cette logique de gestion de la sécurité. Voilà. Et donc, cette information-là, on va pouvoir l'agréger au travers d'une plateforme qui s'appelle Maximo Worker Insight pour pouvoir gérer un certain nombre de cas d'usage. Donc, on parlait de distanciation sociale, on parle aussi de gestion de l'occupation, de gestion de port de masque, de gestion de zones interdites, voire d'alerting à l'intérieur de certains bâtiments. On va pouvoir gérer la densité de personnes aussi, par exemple, vous l'avez vu dans la vidéo sur les cafétérias.
Chose qu'on fait aussi, alors on le fait un peu moins en Europe parce que c'est un peu plus sensible, mais aux États-Unis, ça se fait beaucoup. On est capable d'utiliser les caméras pour faire la gestion de température et mesurer l'élévation de température du corps, voire même, et on en parlera tout à l'heure, faire du tracing, du tracking de contact entre les différentes personnes. Voilà. Donc tous ces éléments concourent à essayer de sécuriser les espaces de travail, avant tout pour sécuriser l'employé, parce que l'idée, c'est pas du tout de traquer ou de sanctionner les employés, c'est surtout de les informer, parce qu'on se rend compte que dans la majeure partie du temps, les gens ne sont pas conscients finalement de rester longtemps les uns à côté des autres, ou finalement de ne pas porter leur masque correctement. Ils l'ont sous le menton, ils l'enlèvent à chaque fois qu'ils parlent. Bref, c'est un certain nombre d'accumulations de risques que le système est capable de traquer pour informer les occupants. Et l'autre enjeu pour nous, c'est de pouvoir remonter aussi cette information-là de manière non individualisée. L'idée, ce n'est pas de faire du fingerprinting sur une personne en particulier, mais de le remonter au niveau des responsables de site pour les alerter, par exemple, que certaines zones de leur site sont plus ou moins dangereuses ou peut-être mal équipées ou mal agencées, et donc génèrent des risques importants au niveau de leurs occupants. Et donc, comme évidemment, chaque gestionnaire de site et chaque patron d'entreprise est aussi responsable de ce qui se passe dans son entreprise et de la santé et de la sécurité de ce personnel, eh bien, c'est des solutions qui aujourd'hui commencent à voir aussi le jour dans des espaces de bureau. Pour la petite histoire, ce type de solution existe depuis déjà longtemps dans le monde industriel, puisque la gestion de la sécurité dans une usine ou dans des entrepôts, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis très très longtemps, exactement avec le même type de solution. À ce propos, Yannick parle de Maximo, là. C'est plutôt une grosse suite GMAO de maintenance prédictive. Est-ce que le module dont tu parles, là, il est plutôt autoporteur ou il faut installer la suite? Il est complètement autonome. Pas besoin d'acheter ou d'installer Maximo pour faire sa gestion de maintenance, par exemple, et la gestion complète de ces équipements. C'est un satellite, et c'est un peu la stratégie aujourd'hui d'IBM sur tous les satellites qu'on va développer autour de suite comme Maximo, c'est de faire que ces satellites enrichissent le noyau, mais peuvent vivre aussi leur vie de manière complètement séparée, pour pouvoir justement rendre un service donné de manière simple et rapide. Voilà, donc le quatrième pan est un sujet classique, alors qu'on connaît bien en France parce qu'on a vécu quand même beaucoup de communication là-dessus. C'est la gestion de la santé, finalement le suivi de la santé des collaborateurs pour être capable de pouvoir instancier une plateforme qui informe aussi bien l'utilisateur, donc au travers d'une application une nouvelle fois, que les instances RH, par exemple, de chaque entreprise, sur finalement l'état de santé de ses employés. Et d'être capable de pouvoir complètement informer les employés qui, par exemple, ont été infectés et qui en ont rencontré d'autres à proximité pour pouvoir justement générer les alertes qui vont bien et générer le suivi et l'accompagnement qui va bien pour pouvoir diminuer au maximum ce risque. Donc l'idée, c'est de pouvoir, à l'échelle de l'occupant et de l'employé, faire du contact tracing, donc l'aider comme l'application Stop Covid-19 par exemple, mais à l'échelle d'une entreprise, l'aider à déterminer justement son exposition et l'informer en cas de problème et en cas de détection d'exposition pour le mettre en quarantaine. Mais aussi être capable de fournir une plateforme pour pouvoir aider les employés sur les bons gestes, les bonnes réactions, les bons guides, les bons contacts, aussi bien à l'échelle de l'entreprise qu'à l'échelle locale, parce que parfois on a effectivement du mal à réagir correctement. Et puis enfin, le fait de pouvoir accompagner aussi ce suivi d'état de santé global à l'échelle d'une entreprise pour pouvoir finalement connecter les employés entre eux, par exemple,
ou leur suggérer d'autres services pour continuer à travailler dans des situations de quarantaine, par exemple. Et enfin, le dernier point et le dernier axe de cette offre Watson Works est très orienté autour de la communication et de l'information. Alors ça, c'est quelque chose qui... c'est presque ce par quoi on a commencé notre action chez IBM, parce qu'on s'est rendu compte qu'au début de cette histoire Covid-19, on a eu très très vite énormément de questions et on a eu des centres de RH ou des centres de helpdesk complètement débordés par des questions sur le sujet. Et donc la première chose qu'on a construit, c'est l'assistant virtuel qui va bien sur le Covid-19 pour pouvoir répondre massivement aux interrogations des employés, des utilisateurs. Et donc aujourd'hui, cet assistant, on le décline de manière complètement personnalisée à nos clients pour pouvoir s'adapter à l'expérience de l'utilisateur et en fonction du contexte du client, en fonction des problématiques et du type de travail, du type d'activité, d'être capable de construire un assistant virtuel en très très peu de temps, puisque là vous voyez un exemple d'assistant virtuel qui a été entraîné en 18 heures et qui a été directement utilisable à l'intérieur d'un hôpital. Évidemment, c'est aussi une réduction de coûts de manière très très importante, parce que l'idée c'est d'éviter d'avoir une ribambelle de gens qui sont au téléphone pour essayer de répondre aux interrogations des gens et utiliser la force vive qu'on a à traiter finalement les cas ou les questions les plus compliquées et les plus pertinentes. Et donc décharger finalement cet effectif déjà présent des questions assez basiques et sur lesquelles on peut automatiser les choses, de manière à pouvoir délivrer un service déjà de meilleure qualité sur les contacts humains qui resteront toujours existants dans ce type de helpdesk, et puis d'étendre aussi les services sur des zones des plages de services qui évidemment étaient peut-être plus compliquées à avoir et faire du 24/24 et du 7 jours sur 7. Et en plus, IBM, dans cette phase un peu compliquée, a même poussé le point à créer des offres de démarrage de 3 mois gratuits pour pouvoir encourager finalement et permettre aux gens de tester ce genre de situation, de système très facilement sur des périodes de 3 mois. Voilà, donc en résumé, Watson Works, c'est une approche complètement intégrée avec un ensemble de solutions qui sont à la fois intégrées, mais à la fois déployables les unes indépendamment des autres pour gérer finalement les différentes composantes de cet espace de travail, de sa réouverture, en passant par sa gestion, son aménagement, sa sécurité, la santé des occupants, et voire même l'information qu'on y véhicule. Voilà. Donc maintenant, je suis à votre entière disposition pour pouvoir répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Merci Yannick. Je vais prendre des questions. Moi, j'en ai une en préambule quand même, parce que Watson Works, c'est finalement, pendant la pandémie, on voit bien l'usage pour le Covid-19. Bon, on espère tous qu'on n'aura pas besoin de porter des masques toute notre vie. Donc, quid de Watson Works après le Covid? Alors ça, c'est une excellente question. Je pense que c'est l'interrogation de la majeure partie des clients qu'on a aujourd'hui. C'est de se dire, bon, effectivement, on a un problème aujourd'hui, certes, mais l'investissement qu'on veut faire aujourd'hui, on veut qu'il nous permette d'être meilleurs demain, mais continuer à être utile demain. Et toutes les solutions dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est des solutions qui d'abord existaient, alors hormis la plateforme qui gère la santé, le tracking des contacts, mais toutes les autres existaient dans une forme tout à fait comparable avant le Covid-19. Elles ont simplement été enrichies de différents cas d'usage un peu spécifiques
à la situation actuelle. Donc, gérer un bâtiment et gérer les espaces à l'intérieur d'un bâtiment, demain, quand le Covid sera terminé, c'est quelque chose qui est toujours intéressant et toujours important, puisque il y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, avaient déjà lancé avant le Covid des approches de flex office et des approches d'optimisation de leurs espaces de travail. Pour pouvoir faire de l'optimisation de l'espace de travail, indépendamment d'une pandémie, il faut être capable de mesurer facilement son occupation, il faut être capable de faire du space planning de manière assez dynamique. L'idée, ce n'est pas de configurer ces étages tous les 2-3 ans. Et il faut être capable d'apporter des services aux occupants, des services digitaux aux occupants qui deviennent maintenant une espèce de norme classique d'occupation d'espace. Donc voilà, je serais tenté de dire que ces services-là nous paraissent des services tout à fait pertinents pendant la pandémie, mais c'est des services qui sont tout à fait utiles et qui étaient utiles avant et qui le seront encore plus après. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Je vais vous tenir le micro pour... Ok, ça marche. Vous nous avez présenté beaucoup d'outils de contrôle, de monitoring sur des espaces. C'était très très chouette. À quand des outils d'IA pour mesurer, contrôler les interactions entre les équipes, pour vérifier qu'il y a bien une intégration malgré ces périodes de distanciation? Je pense notamment à l'intégration de stagiaires dans cette période de Covid. L'intégration de stagiaires. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je ne suis pas sûr de la comprendre. La problématique que je veux soulever, c'est lorsqu'on a des personnes qui rentrent dans une entreprise en période comme ça, de distanciation, ou dans des périodes où on est en remote. Il y a forcément des problèmes pour s'intégrer dans des équipes où on ne connaît personne, on se retrouve un peu tout seul. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils, il n'y a pas vraiment d'IA ou de genre de choses qui peuvent aider. Est-ce que vous, de votre côté, vous y travaillez? Donc en fait, est-ce que vous travaillez plutôt sur les parties aussi sociales, dans le sens des interactions humaines? Alors, oui, on fait ça et on continue à le faire. En fait, la problématique qu'on a rencontrée en début de pandémie, c'est certains clients qui étaient pas prêts, qui étaient juste pas prêts à travailler en mode déconnecté, en mode virtuel, indépendamment des stagiaires ou pas des stagiaires d'ailleurs. Et donc, qui étaient dans un mode de dire, voilà, travailler en virtualisé, comment ça marche, comment il faut faire, quelles précautions il faut avoir, etc. Donc nous, chez IBM, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des dizaines d'années, hein, puisque le travail en mode virtuel chez IBM est vraiment ancré dans notre ADN. Et donc on a accompagné des clients, alors finalement autant sur des démarches et sur des retours d'expérience et sur des méthodes que sur des outils. Parce que les outils, il y en a déjà des tonnes aujourd'hui sur le marché, des outils de collaboration, des outils d'échange, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que le cœur de tout ça, c'est quand même l'être humain, et que voilà, à un moment donné, l'être humain, il en a marre de voir des WebEx avec des conférences web avec des présentations classiques. Il a besoin aussi d'un certain nombre d'interactions un petit peu différentes, et donc on a beaucoup conseillé nos clients, et on continue à le faire d'ailleurs, sur la gestion en mode virtuel de différentes phases. Alors l'accueil d'un nouvel arrivant, mais surtout comment finalement assurer une continuité business dans le contexte actuel. Ça a été plus, finalement, pour être honnête, plus la question de nos clients. Voilà, c'est comment j'arrive à assurer une continuité business dans le contexte actuel avec des outils, les bons outils, en fonction de mes capacités. Bon, voilà, la gestion des nouveaux arrivants, finalement, c'est un des sujets. Mais le sujet de base, ça a été la continuité du business. Et oui, on a beaucoup aidé nos clients sur l'utilisation d'outils qui existaient déjà. On n'en a pas développé. En complément de ta réponse, Yannick, je rajouterais qu'il y a l'application dont vous avez vu avec Watson qui fait de l'IA et qui est capable de répondre aux questions. Il y a une partie de la réponse. En revanche, ça ne remplacera pas une présence physique, mais ça pourra répondre à des questions d'arrivée en disant où c'est que je trouve telle ou telle chose, et du coup, Watson est capable d'y répondre si on est capable d'entraîner le modèle. Je ne sais pas si ça complète un peu ta réponse, Yannick.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une autre. Je suis étonné par la rapidité à laquelle tu es capable, enfin, IBM est capable de déployer cette solution. Mais du coup, c'est quoi? C'est des applications SaaS principalement ou... Oui, oui, tout ça, toutes les infrastructures, c'est pour ça qu'effectivement, on va très vite. Le volet infrastructure est déjà prêt, est déjà traité. Donc, on utilise nos clouds pour héberger toutes ces applications. Et finalement, ce qu'on va avoir besoin de faire chez le client final, c'est parfois un peu d'instrumentation, quand on gère de l'occupation, par exemple. Mais la plupart du temps, c'est un certain nombre d'échanges pour aller récupérer ces données et les données de référentiel dont qu'il a sur ses utilisateurs, sur ses bâtiments, sur ses espaces, etc. Et puis venir créer l'instance qui va bien sur nos clouds pour venir accueillir ces données. Donc c'est pour ça que ça va très très vite. Finalement, on passe beaucoup plus de temps à former les utilisateurs sur, alors pas les utilisateurs finaux, mais parce qu'en général, c'est des applications qui sont de formation, mais les gestionnaires de sites ou les gestionnaires de sécurité. On passe plus de temps à former ces gens-là et à traiter des problématiques de sécurité réseau, par exemple, entre nos clouds et le système d'information du client, que du temps de configuration ou de développement par proprement parler. Des choses qui sont complètement prêtes, qui existent directement sur nos clouds et qu'on instancie très très vite. D'accord, merci. Je regarde si j'ai une question sur online. Je rafraîchis. Non, j'en ai pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Du coup, j'en ai une dernière et puis après on clôture. Ma question, j'ai vu les vidéos avec lesquelles on faisait de la reconnaissance faciale dans ta vidéo et du coup, quid de la RGDP? Alors, très bonne question. On ne fait pas de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la reconnaissance faciale dans le sens où l'idée, c'est pas de reconnaître si l'individu est monsieur X, monsieur Y, homme, femme, enfant. C'est pas le principe, en tous les cas, de cette application-là. Cette application, c'est une application de reconnaissance visuelle qui a été entraînée, dont le modèle d'IA a été entraîné pour reconnaître un masque sur un visage. Et donc, il est capable de reconnaître d'abord le masque et de reconnaître sa position sur le visage, et donc d'être capable de nous dire s'il est correctement positionné, s'il n'est pas correctement positionné. Ça, c'est le premier point important parce que voilà, dans ce genre de use case, on se moque de l'identité des gens. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on ne stocke rien en termes de flux vidéo. D'accord. Les cas d'usage qui sont derrière ces analyses, c'est en général des cas d'usage qui nécessitent d'informer finalement les employés ou les personnes qui sont en face des caméras en live, d'accord, sur le problème qui est rencontré maintenant. Donc on va coupler ces caméras avec des écrans digitaux qui vont rappeler les messages de distanciation au bon moment, qui vont rappeler les messages de port du masque au bon moment. L'idée, c'est justement de se substituer à la fameuse étiquette ou pancarte qui est tout le temps là et que tout le monde oublie finalement à un moment donné. Et puis de se rapprocher avec le même type d'interaction que le panneau que vous voyez à la sortie de votre village qui vous rappelle que vous roulez trop vite et qui vous rappelle de manière complètement contextualisée et au bon moment. L'idée, c'est de faire la même chose. Donc voilà, donc ça c'est important. Alors ça n'empêche qu'évidemment, quand on fait ce genre de projet, on a un dossier GDPR à monter, évidemment, comme tout dossier de vidéosurveillance ou ce genre de choses, pour pouvoir obtenir les validations qui vont. Et d'un point de vue technique et technologique, c'est pour ça qu'on est assez rassurant sur le sujet. On ne stocke rien, on ne fait pas de relevé d'identité particulier,
on s'attache juste à détecter un risque et informer du risque en live. Merci Yannick de ta réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture cette session. Merci beaucoup Yannick pour ta présentation. Merci à vous, merci à toi. Bon après-midi. Très bon après-midi, très bonne fin de Merci. silo. Au revoir. Au revoir.